Ted Bundy, considéré comme l'un des pires tueurs en série de l'histoire, était mort en faisant ce qu'il savait faire de mieux, la manipulation. Durant les jours qui ont précédé son exécution, Bundy s'est montré étonnamment calme et particulièrement coopératif. Il a passé de longues heures avec les enquêteurs, confessant ainsi plus d'une trentaine de meurtres qu'il avait commis entre 1974 et 1978, bien que la plupart croyaient que le chiffre réel était bien plus élevé. Il a offert des détails insupportables, mais sans montrer de remords, gardant ce qu'il savait comme des monnaies d'échange qu'il n'utiliserait jamais. Car même au bord de la mort, Bundy ne cessait de manipuler, il lâchait des demi-vérités et cachait d'autres encore plus sombres. Tout faisait partie de sa stratégie pour gagner du temps. Mais cette fois, il n'y avait plus aucun accord à négocier. À 7 heures du matin, Bundy fut escorté à la chambre d'exécution de la prison d'État de Floride et après l'avoir attaché à la chaise en bois, des électrodes furent placées sur sa jambe et son cuir chevelu. Dans la salle, journalistes, officiers et familles des victimes reteneront leur souffle. Ses dernières paroles furent simples « Dites à ma famille et à mes amis que je les aime ». Lorsque le courant électrique fut activé, 2000 volts traversèrent son corps pendant près d'une minute. L'odeur de matière brûlée emplit la chambre. À 7h16, un médecin de la prison le déclara mort. Il avait 42 ans. Dehors, une foule de près de 2000 personnes était en pleine célébration, brandissant des pancartes, lançant des feux d'artifice et entonnant des chants. L'homme qui manipulait autrefois les juges, les jurys et les victimes était enfin parti, Herman Webster Mudgett. Quand la corde fut placée autour de son cou et que la trappe s'ouvrit sous ses pieds, la foule pensa que tout était fini. Mais ce n'était pas le cas. Herman avait passé des années à tromper et à escroquer quiconque croisait son chemin. Mais ce qui le fit entrer dans la légende macabre, ce ne furent pas uniquement ses crimes, mais bien plus l'endroit où il les perpétra. C'est durant l'exposition universelle de Chicago, en 1893, que Holmes érigea un bâtiment de 3 étages, lequel fut plus tard surnommé le Château de l'Horreur. De l'extérieur, il avait l'apparence d'un hôtel tout à fait ordinaire. À l'intérieur de ses murs, il dissimulait un labyrinthe avec des couloirs qui ne menaient nulle part, des pièces secrètes insonorisées, des conduites pour se débarrasser des corps, des chambres à gaz camouflées et un sous-sol équipé d'une table de dissection. Herman a admis avoir assassiné 27 personnes, bien qu'il soit fortement soupçonné d'en avoir tué plus de 200. Finalement, il a été capturé pour avoir assassiné un partenaire commercial lors d'une escroquerie à l'assurance. Le matin de son exécution, il a mangé des œufs et des toasts secs, puis a remercié les gardiens pour leur courtoisie. Quand on lui a demandé s'il avait de dernières paroles, il a tranquillement nié avoir commis le moindre crime, n'assumant la responsabilité que pour 2 accidents. Personne ne l'a cru. Le 7 mai 1896, à la prison de Moyamensing, Philadelphie, une corde fut passée autour de son cou et la trappe fut activée. Mais la chute ne lui brisa pas le cou. Au lieu d'une mort rapide, il commença à s'asphyxier lentement. Les témoins ont rapporté qu'il ne bougeait pas et ne se débattait pas. Il est simplement resté suspendu là, complètement immobile, comme s'il attendait quelque chose. Près de 20 minutes se sont écoulées avant que les médecins ne confirment qu'il n'avait plus de pouls. Ce qui a suivi faisait partie de son plan. Il a demandé que son corps soit enterré à 3 mètres sous terre, dans un cercueil scellé avec du ciment pour empêcher son exhumation. Pour une raison quelconque, la prison a accepté et son corps a été enfermé sous des couches de béton. Lorsque sa tombe fut exhumée plus d'1 siècle plus tard, afin de réaliser des tests ADN, sa moustache était toujours intacte. Jeffrey Dahmer purgeait alors 16 peines de prison à perpétuité à l'Institut correctionnel de Columbia, dans le Wisconsin. Quand il fut enfermé, beaucoup crurent que c'était la fin. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que sa mort serait encore plus brutale que ses propres crimes. Il avait assassiné 17 hommes et des enfants, avec des méthodes d'une brutalité inouïe entre 1978 et 1991. Et même s'il s'efforçait de rester le plus discret possible en prison, il ne pouvait s'empêcher de proférer des plaisanteries macabres sur ses victimes. Cela le transforma en une cible silencieuse et quelqu'un l'observait déjà. Le 28 novembre de cette même année, Dahmer se vit confier la tâche de nettoyer les sanitaires du gymnase en compagnie de 2 autres prisonniers, Jesse Anderson et Christopher Scarver. Il n'y avait ni caméra de surveillance, ni gardien, seulement une dizaine de minutes de routine. Lorsque le personnel pénitentiaire est revenu, il a découvert Dahmer gisant au sol, le crâne complètement fracassé. Anderson, à peine conscient. Scarver se tenait debout, la barre de métal encore dans les mains. Ce qu'il a dit ensuite a glacé le sang des officiers. Il a déclaré que Dieu lui avait donné l'ordre de le faire. Dahmer a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais il est décédé 1 heure plus tard des suites de blessures contondantes à l'âge de seulement 34 ans. Son corps a été incinéré, conformément à ses dernières volontés, mais un ultime détail a provoqué une dernière querelle entre ses parents.
Le cerveau de Dahmer avait été conservé à des fins d'études scientifiques, jusqu'à ce qu'il soit détruit à tout jamais à la demande de ses parents. Le cerveau qui a pu être étudié, lui, était celui de John Wayne Gacy, également connu sous le nom de Pogo le clown. L'exécution de Gacy ne s'est pas déroulée comme cela avait été initialement prévu. Et quand il y a eu un problème avec la voie intraveineuse, sa fin a duré bien plus longtemps que ce qui était anticipé. Il a passé toute la journée à prier avec un prêtre catholique. Pour son tout dernier repas, il a demandé un grand bol de poulet frit de KFC, des frites, des crevettes panées, des fraises et une boisson Coca-Cola Light. Pas même dans ses derniers moments, il ne voulait prendre le risque du sucre. C'était le mois de mai 1994. Et devant la prison, de grandes foules s'étaient rassemblées pour célébrer la fin d'un homme qui avait assassiné 33 jeunes et enfants. Peu après minuit, Gacy a été attaché à une civière dans la chambre d'exécution. Il semblait calme et a même plaisanté avec les gardiens. Ses derniers mots furent « Allez vous faire foutre ». 2 voies intraveineuses ont été insérées pour administrer une série de 3 substances destinées à agir en quelques minutes. Mais au moment crucial, quelque chose s'est mal passé. Une des voies intraveineuses s'est obstruée. Ce qui devait durer quelques minutes s'est transformé en une attente interminable de 18 minutes, avec des techniciens en sueur cherchant une autre veine pendant que Gacy restait éveillé, paralysé et conscient. Les témoins ont décrit la scène comme étant extrêmement tendue et très malaisante. Certains journalistes l'ont qualifiée de véritable exécution manquée, la comparant à une opération chirurgicale d'amateur. Quand le flux a repris, il a fermé les yeux et est resté complètement silencieux. À 12h58, un agent pénitentiaire le déclara mort. Il avait 52 ans. Son cerveau fut retiré pour étude, mais rien de spécial ne fut trouvé. Richard Ramirez. Richard Ramirez, connu sous le nom du traqueur de nuit, n'atteignit jamais la chambre à gaz. Quelque chose d'autre l'emporta avant. Il a été condamné à la peine capitale en 1989 pour 13 meurtres qu'il avait commis en Californie au cours du milieu des années 80. Mais la procédure d'appel s'est considérablement prolongée pendant de nombreuses années. Durant toute cette période, sa vie n'a pas été précisément misérable. Il a épousé une journaliste qui lui avait écrit en prison, et il continuait de recevoir des lettres de ses admiratrices les plus obsédées. Puis, en 2013, sa santé s'est détériorée drastiquement. Il a été diagnostiqué avec un lymphome à grandes cellules B, un type de cancer. La maladie s'est rapidement propagée au foie et aux ganglions lymphatiques, provoquant des insuffisances hépatiques et des infections secondaires. Il souffrait également d'hépatite C chronique et de complications dues à des décennies d'abus de substances illicites. Il a été transféré dans une unité hospitalière au sein du système pénitentiaire, où son état s'est encore aggravé. Il a développé des plaies, une fatigue chronique et une jaunisse sévère. Ceux qui l'ont vu vers la fin de sa vie ont rapporté qu'il semblait avoir des décennies de plus que son âge réel. Une peau cireuse, des cheveux très fins et un visage visiblement émacié. Le 7 juin 2013, à 9h10 du matin, Richard Ramirez est décédé des suites d'une insuffisance hépatique causée par un lymphome. Elle avait 53 ans et aucun membre de sa famille n'a réclamé son corps. Eileen Wuornos a supplié l'État de l'exécuter. Au moment de son dernier jour, elle avait passé plus d'une décennie dans le couloir de la mort pour avoir assassiné 7 hommes entre 1989 et 1999-1990. Ces dernières années ont été caractérisées par un comportement erratique et des allégations conspirationnistes. Dans une lettre au tribunal, elle a écrit « Je suis saine d'esprit, permettez-moi mon exécution ». Elle a renvoyé ses avocats. Elle a accusé le personnel de la prison de mauvais traitement et a dit aux journalistes qu'elle pensait que le gouvernement voulait la voir morte. Dans ces derniers jours, elle a refusé de prendre son dernier repas et a demandé à la place une simple tasse de café. Le matin du 9 octobre 2002, elle est entrée calmement dans la chambre d'exécution. Les témoins ont affirmé qu'elle ne montrait aucune émotion pendant qu'on l'attachait à la civière. Quand on lui a demandé si elle avait de dernières paroles, elle a dit qu'elle reviendrait à la vie avec Jésus. À 9h47, l'injection létale a commencé. En l'espace de quelques minutes, sa respiration est devenue plus lente. Il a fermé les yeux et à 9h53, elle a été déclarée morte. Charles Manson. Comparé à sa renommée et son héritage plus grand que nature, la fin de Charles Manson était assez simple. À ce moment-là, il avait passé près de 50 ans en prison, purgeant plusieurs peines de prison à vie pour avoir orchestré les meurtres de 1969, connus sous le nom de l'affaire Tate LaBianca. Il comptait parmi les plus anciens détenus du système pénitentiaire de Californie. Au début de l'année 2017, sa santé a commencé à se détériorer.
Il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des saignements intestinaux et d'autres complications. Les médecins ont déterminé qu'il souffrait d'un cancer du côlon à un stade avancé et de défaillances organiques, mais il était trop affaibli pour pouvoir être opéré. Dans ces derniers jours, il a été transféré sous escorte de la prison d'État de Corcoran vers une chambre d'hôpital où il est resté conscient mais très fragile. Le personnel l'a décrit comme silencieux et aucune dernière parole officielle n'a été enregistrée. Le 19 novembre 2017, à 20h Tahamster 13, Charles Manson est décédé d'un arrêt cardiaque. L'insuffisance respiratoire et le cancer métastatique étant des causes contributives. Il avait 83 ans. Son corps a été incinéré par la suite, après une bataille juridique entre son petit-fils et un autre homme qui prétendait être son fils, Andrei Chikatilo. Après 12 ans de terreur et 2 ans de procès, la mort d'Andrei Chikatilo n'a pas duré une seule seconde. Ce tueur russe a été condamné pour 52 assassinats commis entre 1978 et 1990. Pendant le procès, il criait souvent, riait et même se donnait en spectacle devant les jurés. Mais une fois qu'il fut reconnu coupable et condamné, il se calma et adopta un comportement plus approprié. Il passa ses derniers mois en isolement cellulaire à la prison de Novotcherkassk, tranquille et complètement déconnecté. Il parlait rarement aux gardiens. Le matin du 14 février 1994, on l'a fait sortir de sa cellule sans préavis. Il ne savait probablement pas que ce serait son dernier jour. Les autorités russes ne communiquaient là que pas les dates d'exécution à l'avance, et, une fois toutes leurs voies de recours épuisées, ils l'ont emmené dans une petite pièce insonorisée. On lui a ordonné de s'agenouiller, on lui a tiré une balle à l'arrière de la tête, et poum! C'est ainsi que tout s'est terminé pour lui à l'âge de 57 ans. Il n'y a eu aucun témoin, à part les fonctionnaires présents et l'homme qui a exécuté l'ordre. Le corps de Chikatilo a été inhumé dans une tombe sans nom. Le gouvernement n'a jamais révélé sa localisation exacte, donc personne ne sait vraiment où il se trouve. Albert Fish a été condamné pour le meurtre d'une fillette de 10 ans qu'il avait attirée depuis sa maison, un crime qui a révélé une vie remplie d'actes encore plus horribles. Fish prétendait que ces actes étaient ordonnés par Dieu et a dit au psychiatre qu'il espérait que l'exécution lui apporterait le salut. L'État s'occuperait du premier, le second n'était plus entre ses mains. Lors de sa dernière nuit en vie, à la prison de Sing Sing, à Ossining, New York, le 16 janvier 1936, il était calme alors que les gardiens le conduisaient à la chaise électrique. Les témoins ont remarqué qu'il a même aidé le bourreau à lui ajuster les sangles et n'a montré aucun signe de peur. Quand on lui a demandé s'il avait ses dernières paroles, il aurait dit « Je ne sais même pas pourquoi je suis ici ». Mais, bien sûr, pour tous les présents, la raison était assez claire. À 11h06 du soir, la première décharge électrique a été appliquée. Le courant électrique a été appliqué en plusieurs cycles d'une durée de 30 à 60 secondes, et cette procédure a été répétée. 3 minutes plus tard, il n'était plus en vie. Il a été rapporté que l'exécution avait nécessité l'application de 2 décharges, bien que les autorités officielles n'aient jamais confirmé si cela a été dû à des problèmes techniques rencontrés ou à la résistance physique de son corps. Le médecin qui l'a examiné a déclaré que son décès avait été instantané, bien que certains témoins aient estimé qu'elle avait duré plus longtemps que la normale. Son corps fut ensuite inhumé à Pottersfield, sur l'île de Hart à New York, faute d'avoir été réclamé par quiconque. Harold Shipman était un médecin de famille très respecté en Angleterre pendant des décennies, connu pour son comportement tranquille et un parcours impeccable. Lorsqu'il fut arrêté en 1998, les enquêteurs pensaient qu'il avait tué plus de 200 de ses patients, ce qui ferait de lui l'un des assassins les plus notoires de l'histoire moderne. Il a utilisé sa position de médecin pour administrer des doses létales d'analgésiques, signant lui-même de nombreux certificats de décès. Il a été condamné en l'an 2000 pour le meurtre de 15 personnes et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération à la prison de Wakefield. Le matin du 13 janvier 2004, les gardes l'ont trouvé étendu dans sa cellule. Il avait utilisé un drap qu'il avait attaché au barreau de la fenêtre. Il avait 57 ans et n'a laissé aucune note. Selon le personnel pénitentiaire, il ne montrait aucun signe de détresse ou de problème de psychose. Certains ont spéculé qu'il avait choisi le moment de sa mort pour éviter que son épouse ne perde sa pension, laquelle aurait pu lui être retirée s'il avait vécu au-delà de 60 ans. Elizabeth Bathory. Lorsque les gardes, après une longue attente, ont finalement procédé à l'inspection de la cellule d'Elizabeth Bathory, ce fut le 21 août de l'année 1614, ils l'ont découverte gisant sur le sol, complètement froide et inanimée, sans le moindre signe de vie. Après 4 ans d'isolement, même ses geôliers ignoraient avec certitude le moment exact où elle avait rendu son dernier souffle.
Connue dans les légendes sous le nom de la comtesse sanglante, Báthory fut accusée d'avoir commis des actes atroces et d'une cruauté inouïe contre des dizaines de jeunes femmes dans son château en Hongrie entre les années 1590 et 1610. Le nombre exact de victimes reste incertain. Les registres officiels mentionnent environ 80, mais certains récits ultérieurs parlent de centaines. En 1610, le roi Mathias II ordonna son arrestation. À la différence de ses complices, qui furent exécutés, elle ne fut jamais traduite en justice. Elle fut condamnée à la prison à perpétuité, enfermée à l'intérieur d'un ensemble de pièces murées au château de Cháktis. La nourriture lui était apportée par une petite ouverture. Au fil du temps, son état de santé se détériora. On racontait qu'il se plaignait de son enfermement, aggravé par le froid, l'isolement et l'obscurité. Dès 1614, il ne pouvait plus se tenir debout. Un matin, elle a confié à un garde qu'elle ne se sentait pas bien. Le lendemain, elle était décédée. Elle fut inhumée dans l'enceinte du château, mais son corps fut ensuite secrètement transféré dans une crypte familiale, probablement pour éviter que sa tombe ne soit profanée. La femme qui, selon la légende, se baignait dans le sang, est décédée complètement seule, dans l'obscurité la plus totale, derrière un mur. Eadgain. Bien qu'il ait assassiné plusieurs femmes et profané des tombes dans des cimetières locaux afin d'en déterrer des cadavres, Eadgain n'a jamais été exécuté. En 1957, lorsque les autorités de Plainfield, dans le Wisconsin, menaient une enquête sur la disparition d'une femme de la région, ils ont procédé à une perquisition de la propriété d'Eadgain. Et la paisible maison de ce fermier s'est avérée être l'une des découvertes les plus horribles de toute l'histoire du meurtre. Gain avait fabriqué des articles ménagers et des vêtements en utilisant de la peau humaine et des parties de corps humains, y compris des crânes qui servaient de bol et du mobilier fait de peau humaine. Il a été déclaré légalement irresponsable en raison de son état mental et envoyé à l'hôpital d'État central, destiné aux criminels souffrant de maladies mentales, à Waupun, Wisconsin. Plus tard, il a été transféré à l'Institut de santé mentale de Mendota. En juillet 1984, il fut interné à l'hôpital St. Mary, après avoir souffert de problèmes respiratoires et d'une perte de poids. Les médecins lui diagnostiquèrent un cancer du poumon avancé. Son état empira rapidement. Durant plusieurs semaines, il demeura sous observation, fréquemment sédaté, entrant et sortant de la conscience. Les infirmières l'ont décrit comme poli, mais presque toujours silencieux, murmurant des réponses brèves lorsqu'on lui parlait. Il est décédé le 26 juillet 1984 à 77 ans, d'une insuffisance respiratoire secondaire au cancer. Pour une fois, Eadgain a été enterré normalement. Il a été inhumé au cimetière de Plainsfield à côté de sa mère. Sa pierre tombale a été volée et vandalisée à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle soit finalement retirée de manière permanente. N'oubliez pas de soutenir ce genre de contenu en vous abonnant et en regardant cette autre vidéo très curieuse qui vous plaira énormément.